Le 7 avril 2026, Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran. Le compte à rebours était enclenché. Sur sa plateforme, il a écrit noir sur blanc: si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz avant la deadline, une civilisation entière disparaîtrait pour toujours. Le monde a retenu son souffle. Une frappe nucléaire semblait imminente. Puis, à 90 minutes de l'expiration du délai, un cessez-le-feu. Voilà comment fonctionne cette guerre. Une menace apocalyptique le matin, un accord de paix l'après-midi et une nouvelle escalade le lendemain. Depuis le début du conflit, le 28 février, en ces 15 jours de guerre, plus de 4000 personnes ont perdu la vie. Plus de 2000 en Iran, plus de 2100 au Liban, 26 soldats israéliens, 13 soldats américains. Des chiffres, mais derrière chaque chiffre, une famille détruite, des millions de déplacés et une question qui reste sans réponse. Pourquoi? La dimension la plus sous-estimée de cette guerre, c'est le danger nucléaire civil. Le 21 mars, le site d'enrichissement de Natanz a été frappé, mais la cible la plus critique était ailleurs, la centrale nucléaire de Bushehr, la seule en activité en Iran, située au bord du mer de Golfe Persique. 4 bombes ont été larguées à proximité. Si l'une d'elles avait touché le réacteur, des matières radioactives se seraient déversées dans le Golfe. Contamination de l'eau, destruction de la vie marine, une catastrophe comparable à celle de Tchernobyl, mais dans une mer fermée qui alimente en eau potable des dizaines de millions de personnes. Le Premier ministre du Qatar l'avait dit dès 2025, si cette centrale est touchée, il ne restera plus rien dans les pays du Golfe. Le 3 avril, l'Iran a abattu un F-15E Straight Egg américain, un fait que Trump avait soigneusement évité de reconnaître, lui qui répétait en boucle: nous contrôlons totalement l'espace aérien iranien. Les 2 membres de l'équipage se sont jetés en territoire iranien. Le pilote a été récupéré rapidement. L'autre, un colonel, était porté disparu. Pendant plus de 24 heures, malgré ses blessures, il a progressé jusqu'à 2100 mètres d'altitude dans un terrain hostile pour atteindre une position visible par les équipes de secours. Ce qui a suivi est une opération militaire hors du commun. La CIA a d'abord diffusé de fausses informations en Iran, laissant croire que les 2 aviateurs étaient déjà sauvés pour stopper les recherches iraniennes. Puis, des unités d'État Force et SEAL Team 6 ont pénétré en territoire ennemi sous couverture aérienne. L'aviateur a été secouru, mais au bilan, un A-15 Warthog s'est écrasé. 2 Black Hawk ont été touchés, 2 avions de transport endommagés. L'armée américaine les a tous détruits sur place pour éviter leur capture. Trump avait déjà donné 4 ultimatums à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, les 21, 23 et 28 mars, puis le 6 avril. L'Iran les a tous ignorés. Le 7 avril, Trump a franchi une nouvelle ligne. Il a publié des messages qualifiés par Amnesty International de menaces de génocide, déshumanisant publiquement la population iranienne pour justifier une frappe totale sur les infrastructures civiles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que cibler des infrastructures civiles constitue une violation du droit international. Les juristes ont parlé de crimes de guerre. À 90 minutes de la deadline, l'Iran et les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines, négocié par le Pakistan. Selon Al Jazeera, après l'opération Sindor, un canal direct s'est ouvert entre le chef de l'armée pakistanaise, Asim Murri, et Trump. C'est sur ce canal que l'accord a été construit. Réouverture du détroit en échange d'une trêve américaine de 2 semaines. Mais dès le lendemain, Israël a lancé plus de 100 frappes au Liban, faisant plus de 300 morts. Netanyahou a déclaré que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu. Washington a abondé dans son sens, sauf que la déclaration officielle du Premier ministre pakistanais mentionnait explicitement tous les pays concernés. Le ministre iranien des Affaires étrangères a posé la question différemment. Les États-Unis veulent-ils la paix ou continuent-ils la guerre vers Israël? Les 2 ne peuvent pas coexister. Le 11 avril, des négociations de paix ont débuté à Islamabad. 21 heures de négociations. L'Iran a soumis un plan en 10 points. Levée des sanctions, reconnaissance de son contrôle sur le détroit d'Ormuz, retrait américain du Moyen-Orient et surtout droit à enrichir de l'uranium. Trump a affirmé que la majorité des points étaient acceptables, mais sur le nucléaire, l'écart était insurmontable. Washington exigeait le démantèlement complet du programme. Iran proposait une suspension de 5 ans. Le 12 avril, la délégation américaine a quitté la table. Qu'un accord. Trump a alors annoncé un blocus naval total des ports iraniens. Malgré la fermeture officielle du détroit, l'Iran laissait passer ses alliés, notamment la Chine. Le blocus américain visait précisément à bloquer ces navires chinois. Pékin a prévenu Washington de ne pas interférer. Environ 13 navires ont été interceptés ou dirigés par la marine américaine. Le 17 avril, l'Iran a soudainement annoncé la réouverture totale du détroit. Les prix du pétrole ont chuté de 10%. Le lendemain, il a refermé. Les navires qui tentaient de passer ont été pris pour cible. Pendant que le Pakistan négociait l'un des accords de paix les plus importants de la décennie, le ministre des Affaires étrangères indien a choisi de qualifier le Pakistan de simple coursier, sous-entendant que l'Inde, elle, ne s'abaisse pas
pas à ce rôle. Dans le même temps, l'Inde devrait demander la permission à Washington pour acheter du pétrole russe. Autorisation accordée jusqu'au 16 mai seulement. Le 18 avril, 2 navires marchands indiens, dont un supertanker chargé de 2 millions de barils de pétrole irakien, ont tenté de traverser le détroit. Des vedettes de gardiens de la révolution ont ouvert le feu. En tout, 8 navires indiens ont dû rebousser chemin ce week-end-là. New Delhi a convoqué l'ambassadeur iranien, mais la vraie question n'est pas diplomatique, elle est stratégique. Comment un pays qui se positionne comme puissance mondiale ne peut-il pas garantir sa propre sécurité énergétique? En parallèle, le 30 mars, Israël a adopté une loi instaurant la peine de mort pour actes de terrorisme. Une loi qui, dans sa rédaction, ne s'applique qu'aux Palestiniens en Cisjordanie. Un citoyen israélien commettant le même acte contre un Palestinien n'y est pas soumis. Cette asymétrie juridique a suscité une condamnation internationale quasi unanime. Aujourd'hui, 22 avril, le cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis arrive à expiration. Deux questions se posent. Un accord sera-t-il trouvé? Et si oui, Israël acceptera-t-il? Depuis 2023, chaque cessez-le-feu a été suivi d'une nouvelle escalade. Le cycle se répète et le coût humain, lui, continue de grimper. Merci de suivre cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour ne rien manquer de nos futurs décryptages.